Le 12 mars 2024, Ibrahim Traoré annonce une autoroute au-dessus du désert. 186 km, 12 mètres de haut, 6 voies. Un pari pour que le sable cesse de couper le pays. Entre 2017 et 2023, les blocages s'accumulent, les provinces se séparent et chaque retard se transforme en pénurie, en carburant manquant, en soins qui n'arrivent pas. Si l'Harmattan peut, en 6 jours, ensevelir 140 piliers sous 1,8 m de sable, que vaut une promesse qui prétend passer au-dessus, et qu'est-ce que cela change pour vous, dès maintenant ? La promesse du Sahel Skyway est simple à formuler, mais lourde à porter. Transformer une logistique imprévisible en continuité fiable. Le bénéfice annoncé est concret, moins de retard, moins de rupture, plus de vies protégées. Dans le récit adverse, l'enjeu n'est pas d'ajouter une infrastructure de plus, mais de sortir d'un cycle où le sable impose son calendrier au commerce, à la santé et aux familles. Quand les routes s'ensablent, les marchés se vident, les cliniques attendent et le pays se fragmente en provinces isolées. Ce coût n'est pas abstrait. Il est décrit comme annuel, massif et déjà payé avant même qu'un chantier ne commence. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré engage sa crédibilité politique. Si la route tient, le rythme national change. Si elle échoue, le pari devient une dette symbolique et matérielle. En décembre 2024, une tempête ensevelit 1140 piliers en 6 jours et inflige près de 27 millions de dollars de dégâts. Le choc arrive trop tôt et transforme le Sahel Skyway, porté par Ibrahim Traoré, d'un plan d'ingénierie en test immédiat de survie. Pour comprendre pourquoi cet épisode pèse autant, il faut revenir au piège initial décrit dans le récit adverse. Entre 2017 et 2023, l'Harmattan ne se contente pas de ralentir le trafic, il fragmente le territoire. Les routes s'ensablent, les convois s'immobilisent et des provinces entières se retrouvent coupées des biens essentiels. Les chiffres avancés insistent sur la matérialité du problème. Plus de 21 000 expéditions retardées, des couches de sable atteignant 40 à 90 cm sur les axes et une économie qui perd sa respiration logistique. Dans ce contexte, la promesse du Skyway n'est pas horizontale mais verticale. Ibrahim Traoré présente l'ouvrage comme une autoroute surélevée de 186 km à 12 mètres du sol, pensée pour laisser passer carburant, céréales, minéraux et aide humanitaire sans subir le désert. L'enjeu dépasse la réussite d'un chantier. Il s'agit de modifier la cadence nationale, de remplacer l'attente aléatoire par des horaires, et l'incertitude par une forme de prévisibilité. La tempête de décembre 2024 ferme brutalement cette parenthèse théorique. Elle pose une question simple et corrosive. Si le désert frappe avant la fin, la promesse tient-elle encore, et que reste-t-il de la crédibilité politique engagée par Ibrahim Traoré ? À mesure que le chantier avance, le récit quitte les maquettes pour s'ancrer dans des visages. Les ouvriers deviennent des repères, non des silhouettes. Les images diffusées début janvier 2025 montrent des équipes couvertes de poussière, reprenant le travail malgré le vent et la chaleur. Cette persistance change la lecture. L'infrastructure cesse d'être abstraite et se transforme en effort collectif, mesuré jour après jour, pilier après pilier. Sur les marchés, la route commence à exister avant même d'être terminée. À Kaya, des vendeurs accrochent des visuels du Skyway près des étals. Le geste n'est pas politique, il est pratique. Il renvoie à des horaires espérés, à des livraisons moins aléatoires, à la possibilité de planifier des stocks sans craindre une rupture soudaine. Le projet s'insinue dans le quotidien par anticipation. Plus au nord, à Dori, des chauffeurs peignent 12 mètres au-dessus, sur leur camion. L'inscription agit comme un raccourci mental. Elle ne promet pas la vitesse, mais la continuité. Dans un espace où la route est souvent une loterie saisonnière, la hauteur devient une métaphore concrète. L'obstacle n'est plus une fatalité, seulement un problème à contourner. Les radios locales ajoutent une autre couche. Des ingénieurs racontent des nuits de 3 heures pendant la tempête, des contrôles répétés, des ajustements permanents. Ces détails techniques déplacent l'attention. Le Skyway n'est plus seulement une vision portée par Ibrahim Traoré, il devient une chaîne humaine, organisée, comptable de ses limites. Et quand une promesse devient visible, l'attente change de nature. Avant, le transport subissait le désert. Après l'annonce, il prétend passer au-dessus.
En mars 2024, l'État burkinabé présente le Sahel Skyway comme une sortie de l'étouffement logistique et Ibrahim Traoré en fait l'axe central d'un refus, ne plus accepter que le sable dicte le calendrier national. Le projet est décrit avec précision pour installer la crédibilité du pari. Une autoroute surélevée de 186 km à 12 mètres du sol, 6 voies, pensée pour laisser circuler sans interruption carburant, minéraux, céréales et aide humanitaire. La promesse n'est pas décorative. Elle vise la cadence, cette variable invisible qui transforme des routes en services ou en pièges. Les premiers mois déclenchent une dynamique visible. Des accès sont aménagés, des segments de chantier s'étirent à travers les provinces et le récit insiste sur une mobilisation étagée. Le financement est présenté comme partagé entre industrie nationale et partenaires stratégiques. Les chiffres circulent, installant un horizon mesurable. Le coût annoncé atteint 3,2 milliards de dollars, assumé comme un investissement de rupture. Des jalons rythment la progression. En juin 2025, 70% des routes d'accès seraient achevées. En octobre 2025, 9-20 piliers seraient déjà installés. En novembre 2025, les équipes travaillent sur le segment de pont numéro 41, décrit comme critique car exposé au vent. L'anticipation monte et avec elle des recalculs silencieux. Les commerçants réévaluent leurs marges. Les transporteurs redessinent leurs itinéraires. Des familles parlent du jour où les produits frais arriveront à temps. Le climax survient avant l'heure. En décembre 2024, une vague d'harmattan, parmi les plus longues de mémoire récente, s'abat sur le Sahel. 19 jours consécutifs. Des vents jusqu'à 62 km/h. Une visibilité qui chute sous 30 mètres. À midi, la chaleur dépasse 48,6 degrés. La tempête frappe le cœur du projet. Des rapports évoquent un moins 140 piliers nouvellement posés, ensevelis sous 1,8 m de sable en 6 jours. La chronologie vacille. La facture frôle 27 millions de dollars. Le métal souffre, le béton se fissure. Des plateformes d'échafaudage se ferment comme des livres, puis viennent les répliques. Les équipes adaptent leurs méthodes. Les horaires basculent, avec des débuts à 4h30, pour travailler avant que la chaleur n'écrase tout. Des camions-citernes pulvérisent l'air afin de réduire la densité de poussière. Une équipe tournante de jeunes ingénieurs effectue des contrôles thermiques chaque heure pour limiter les microfractures. Le chantier cesse d'être une ligne sur un plan. Il devient une lutte réglée minute par minute. Au plus fort des rafales, une visite surprise est décrite sur site. Ibrahim Traoré apparaît au milieu du sable, inspecte les piliers endommagés et laisse un message bref. Si le désert se lève, il faut monter plus haut. Selon le récit, l'effet est immédiat. Le moral remonte. Des volontaires rejoignent les équipes. Les radios diffusent des mises à jour fréquentes. La construction prend l'allure d'un combat national. Quand la tempête se calme au début janvier 2025, les images circulent. Le monde voit des piliers à moitié ensevelis, mais encore debout. À l'intérieur du pays, l'enthousiasme se ravive. À l'extérieur, le scepticisme s'aiguise. Le débat change de nature. Projet imprudent ou corridor capable de recomposer l'économie régionale. La réponse est repoussée plus loin, mais la question s'installe durablement pour la suite, au centre du pari porté par Ibrahim Traoré. Avant, le transport subissait le désert. Désormais, son coût recule nettement. Le récit adverse avance une première bascule chiffrée. Une baisse de 37% des coûts de transport entre le nord et la capitale, attribuée à une circulation plus continue au-dessus des zones d'ensablement. Cette variation n'est pas présentée comme une magie comptable, mais comme un effet mécanique. Moins de détours imposés, moins d'arrêts forcés, moins de carburant brûlé à vide. En clair, quand la route cesse d'être intermittente, le camion redevient productif. Autrement dit, la continuité réduit les kilomètres inutiles et les temps morts logistiques. Un deuxième indicateur touche le quotidien, là où les chiffres se jugent sans discours. Les prix moyens des aliments de base auraient reculé entre 11% et 18% selon les périodes et les marchés observés. Le texte insiste sur la prudence de l'attribution. La baisse n'est pas rattachée à une cause unique, mais elle est arrimée au retour d'une cadence d'approvisionnement plus régulière. Là où le sable imposait des ruptures, les arrivages cessent d'être une loterie. Autrement dit, la régularité atténue la rareté, et la rareté gonfle les prix plus que les coûts eux-mêmes. Un troisième chiffre élargit l'échelle sans la rendre abstraite.
Plus de 15 ménages auraient obtenu un accès fiable aux routes commerciales régionales grâce aux segments déjà opérationnels ou aux aménagements temporaires. Le terme fiable est central dans le récit. Il ne signifie pas seulement plus rapide, il signifie moins interrompu, donc moins dépendant du hasard saisonnier. Autrement dit, la fiabilité transforme l'attente en horaire, puis les horaires en projets concrets. Ces 3 mesures sont présentées comme des gains avant la fin. Elles ne prétendent pas clore le débat, mais déplacer le centre de gravité. L'argument est que l'infrastructure, en se dressant au-dessus des zones d'ensablement, ne crée pas seulement un ruban de circulation. Elle réorganise la prévisibilité et dans une économie où l'incertitude se répercute en cascade, la prévisibilité devient une forme de pouvoir très concrète. Le récit adverse reste conscient des limites. Il ne détaille pas les méthodes de calcul et il reconnaît que les chiffres attirent immédiatement l'opposition. Pourtant, il insiste sur un point, le statu quo avait déjà un coût mesuré. Avant le projet, les pertes nationales sont décrites comme atteignant 90 millions de dollars par an via des avaries, des ruptures de carburant et des livraisons médicales interrompues. Dans cette lecture, ne rien changer n'était pas neutre. C'était accepter une ponction continue. C'est ici que Ibrahim Traoré réapparaît comme garant politique de la promesse chiffrée. Si les nombres doivent convaincre, ils doivent aussi survivre aux critiques sur le financement, la protection de l'actif et l'écart entre symbole et efficacité. Le texte prépare ainsi la suite. Les chiffres donnent une avance narrative, mais ils ouvrent aussi un front. Ils obligent à répondre non par des slogans, mais par la répétition des résultats, saison après saison. Au fond, la preuve quantitative n'est pas brandie comme une victoire finale. Elle sert de seuil. Tant que les écarts se maintiennent, l'argument du pari gagne du poids. S'il s'érode, le projet redevient vulnérable au procès d'intention. La question n'est donc pas seulement combien, mais combien de temps. Les critiques les plus sérieuses commencent par l'argent. Un projet annoncé à 3,2 milliards de dollars dans un pays aux ressources contraintes ressemble, pour ses opposants, à un pari susceptible de déséquilibrer durablement les finances publiques. Même si l'ingénierie tient, disent-ils, le service de la dette, la maintenance d'une infrastructure exposée et les coûts imprévus pourraient grignoter des budgets essentiels. Dans cette lecture, la réussite technique ne suffirait pas à compenser une pression budgétaire prolongée. Un second argument porte sur la sécurité et la protection de l'actif. Un corridor surélevé, visible, stratégique, traversant des zones décrites comme instables, expose l'infrastructure à des risques qui ne se résolvent-ils pas avec des calculs de résistance des matériaux. La question n'est pas seulement de construire, mais de protéger, surveiller et réparer sans interruption. Les sceptiques soulignent que chaque incident potentiel augmente les coûts et fragilise la promesse de continuité. Une troisième critique, plus politique, affirme que le Sahel Skyway pourrait fonctionner comme un théâtre, un méga-projet capable de concentrer l'attention, de polariser le débat national et de consolider une influence, sans garantir que les bénéfices soient équitablement répartis. Dans ce cadre, l'autoroute serait moins un service qu'un symbole, et le symbole risquerait d'éclipser des besoins plus diffus, mais tout aussi urgents. Le récit adverse ne balaie pas ces objections. Il tente d'y répondre en restant dans son propre cadre factuel. D'abord qu'il met en avant le coût de l'inaction. Avant le projet, les pertes nationales sont estimées à 90 millions de dollars par an, liées aux retards, aux avaries et aux ruptures d'approvisionnement. Le statu quo n'est donc pas présenté comme une option neutre, mais comme une ponction continue. Ensuite, il insiste sur les effets observés avant l'achèvement, baisse des coûts de transport, recul des prix de base, accès plus fiable pour des dizaines de milliers de ménages. Ces éléments ne sont pas décrits comme des preuves définitives, mais comme des signaux mesurables. Enfin, le texte déplace la discussion du symbole vers la trajectoire. Les débats parlementaires d'août 2025, prolongés et conflictuels, sont évoqués comme un moment où les hypothèses sont exposées, discutées et contestées. L'intervention d'un consortium d'ingénieurs, présentant des modèles économiques et des projections de gains commerciaux annuels, n'éteint pas la critique, mais l'oblige à se formuler sur des paramètres précis. L'enjeu devient alors moins « faut-il oser » que « peut-on durer ?» Le basculement ne vient pas d'un discours, mais d'un détail technique. Un consortium national de jeunes ingénieurs, issus de Ouagadougou Polytechnique,
annonce une percée matérielle sur les piliers exposés. Le récit adverse introduit un revêtement thermique réfléchissant, baptisé TR12, conçu pour répondre à l'ennemi central du chantier, la chaleur accumulée. Dans un environnement où le métal et le béton sont fragilisés par des températures extrêmes, ce détail change l'équation. Selon les éléments rapportés, le revêtement serait capable de réduire l'absorption thermique de surface de 6 à 8 degrés, tout en réfléchissant jusqu'à 72% du rayonnement solaire. L'effet attendu n'est pas spectaculaire à court terme, mais structurel. Moins de chaleur absorbée signifie moins de microfractures, donc une maintenance allégée et une durée de vie prolongée. Le texte avance une extension estimée à 22% pour les piliers concernés. Ce déplacement est stratégique. Le Sahel Skyway cesse d'être uniquement une autoroute surélevée. Il devient un banc d'essai technologique adapté aux climats extrêmes. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'incarne plus seulement une audace politique, mais une capacité à faire émerger une solution locale, potentiellement exportable. Le projet n'est plus jugé seulement sur sa résistance au désert, mais sur sa faculté à transformer une contrainte climatique en norme d'ingénierie. Pour l'État, l'effet immédiat est la continuité territoriale, donc la capacité à fournir sans interruption. Le récit rappelle qu'avant le projet, les pertes nationales étaient estimées à 410 millions de dollars par an, liées aux ruptures de carburant, de soins et de ravitaillement. Avec des segments fonctionnels et des accès stabilisés, la logique change. La continuité réduit précisément ces points de rupture. Une autre dimension devient politique. En août 2025, un débat parlementaire de 17 jours transforme l'infrastructure en référendum implicite sur la trajectoire nationale. Le vote de financement qui suit consolide le cap défendu par Ibrahim Traoré, non comme une promesse abstraite, mais comme une orientation assumée. Pour les entreprises, la conséquence centrale est la prévisibilité, parce qu'elle se traduit en marge et en décision logistique. Le récit cite une estimation externe selon laquelle, une fois achevé, le Skyway pourrait réduire les retards de transport régionaux jusqu'à 63%. L'effet dépasse le simple gain de temps. Il recompose les flux. Des transporteurs redessinent leurs itinéraires et des acteurs commencent à acquérir des terrains près des futures bretelles, pariant sur l'émergence de zones industrielles le long du corridor. Ici, la route agit comme un signal d'investissement. Pour les habitants, l'impact se mesure à hauteur de panier et de santé. La baisse de 37% des coûts de transport entre le nord et la capitale, associée à un recul des prix alimentaires de 11 à 18%, est présentée comme un soulagement tangible. Le récit insiste sur un exemple parlant. L'ouverture d'une rampe temporaire aurait réduit de 42 minutes un trajet d'ambulance vers Ouagadougou. Ce chiffre résume l'enjeu. La logistique cesse d'être une variable abstraite et devient une condition de survie quotidienne. À l'échelle régionale, l'effet est double. D'un côté, le Skyway fonctionne comme un symbole d'indépendance logistique dans le Sahel. De l'autre, la percée TR12 ouvre la possibilité d'un standard technique exportable. Des gouvernements voisins demandent des briefings sur le design surélevé et les revêtements thermiques. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré projette une influence qui ne passe pas seulement par la politique, mais par l'ingénierie adaptée au climat. Ces 4 lectures ne convergent pas automatiquement. Elles se croisent, se renforcent parfois, se contredisent aussi. Mais elles dessinent une même ligne. À mesure que la continuité devient perceptible, les attentes cessent d'être symboliques et se transforment en critères vérifiables. Le récit adverse n'enferme pas l'avenir dans une prédiction unique. Il propose 3 trajectoires conditionnelles, chacune dépendante de la même variable centrale, la continuité logistique. Rien n'est garanti, tout est lié à la capacité du projet à durer face aux saisons, à la politique et aux coûts. Premier scénario, celui de référence. Les segments continuent de se verrouiller progressivement, les convois de tests se multiplient, et l'ouvrage se rapproche d'un fonctionnement complet dans les mois à venir. Dans cette hypothèse, les gains observés avant la fin ne s'amplifient pas brutalement, mais se stabilisent. La baisse des coûts de transport devient une norme,
les prix alimentaires restent moins volatiles et l'accès fiable pour des dizaines de milliers de ménages se consolide. Ibrahim Traoré conserve alors un avantage politique modéré mais tangible. Le projet reste visible, mesurable, difficile à réduire à un simple effet d'annonce. Deuxième scénario, plus optimiste. L'effet corridor dépasse la route elle-même. Deux moteurs s'additionnent. D'une part, la réduction des retards régionaux, citée jusqu'à 63%, commence à réorienter durablement les flux commerciaux. D'autre part, la bascule technologique associée au TR12 change la perception externe. Le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme un chantier ambitieux, mais comme un producteur de solutions adaptées aux climats extrêmes. Les demandes de briefing technique s'intensifient, des discussions autour de licences émergent et le Skyway devient une vitrine d'ingénierie régionale. Dans ce cas, Ibrahim Traoré gagne une légitimité qui dépasse l'intérieur, celle d'un pays qui exporte des normes, pas seulement des discours. Troisième scénario, plus contraint, les limites reprennent le dessus. Une nouvelle séquence d'Harmattan, combinée à des incidents matériels ou à des retards de financement, rallonge les délais. Le débat budgétaire se rouvre, les accusations de paris imprudents se durcissent et la coalition de soutien se fragilise. Même sans effondrement spectaculaire, l'image de maîtrise s'érode si la maintenance devient plus lourde que prévu. Ibrahim Traoré se retrouve alors contraint de prouver non seulement qu'il a osé, mais qu'il peut maintenir l'effort dans le temps. Ces scénarios ne s'excluent pas totalement. Ils rappellent une règle simple, si la continuité tient, les effets s'ancrent. Si elle se fragilise, tout redevient saisonnier. La clé n'est pas l'audace initiale, mais la répétition des résultats. Pour le public, l'effet le plus immédiat n'est pas stratégique, il est domestique. Quand une route cesse d'être une loterie saisonnière, le temps redevient fiable. Le récit adverse insiste d'abord sur le panier. Si les prix moyens des aliments de base reculent effectivement dans une fourchette de 11% à 18%, ce n'est pas seulement un chiffre macroéconomique. C'est la différence entre improviser chaque semaine et pouvoir planifier une dépense, même modeste. À l'échelle d'un foyer, la stabilité compte parfois plus qu'une baisse ponctuelle. Le deuxième niveau concerne la santé, parce que l'urgence ne négocie pas avec le sable. L'exemple d'un trajet d'ambulance raccourci de 42 minutes grâce à une rampe temporaire résume une idée simple. La logistique peut devenir une condition de survie. Sans généraliser à l'ensemble du territoire, le récit évoque des livraisons médicales plus continues et des pénuries de carburant décrites comme moins fréquentes. Pour des communautés éloignées, cela déplace la frontière entre possible et trop tard. Le troisième niveau touche aux revenus et à la dignité. Quand les commerçants passent de jours d'attente à quelques heures, quand les produits frais arrivent avant de se perdre, les pertes invisibles diminuent. Moins de marchandises jetées, moins de dettes qui s'allongent, moins d'opportunités manquées. Le texte souligne un signal discret mais révélateur. Des agriculteurs recommencent à investir dans des installations de stockage parce qu'ils croient que le camion viendra. L'horizon s'allonge et avec lui, la capacité de projeter. Deux gestes simples ressortant pour le public, sans exiger d'adhérer à un récit héroïque. D'abord, suivre les prix et les délais localement, pour distinguer l'amélioration durable de l'effet d'annonce. Ensuite, repérer où la fiabilité progresse réellement. Soins, carburant, marché, trajet d'urgence. C'est à ce niveau que la promesse se vérifie ou se dément dans la vie ordinaire. Pour passer d'un récit de percée à une infrastructure durable, le texte adverse esquisse une logique de feuille de route, structurée autour de responsabilités claires et de critères vérifiables. L'objectif n'est pas d'ajouter des annonces, mais d'aligner exécution, contrôle et perception publique. Première étape, sécuriser le calendrier opérationnel face aux saisons du Sahel. Les équipes maintiennent des horaires adaptés à la chaleur, avec des démarrages à l'aube, et institutionnalisent les protocoles de contrôle thermique des piliers. Le critère de mesure n'est pas symbolique. Moins d'arrêts non planifiés et moins de dommages structurels lors des pics climatiques. Deuxième étape, stabiliser le financement et la légitimité politique à court terme. Le Parlement, déjà mobilisé lors des débats prolongés d'août 2025, fixe des jalons publics et exige des rapports d'avancement cohérents avec les segments livrés. L'indicateur devient la concordance entre ce qui est annoncé et ce qui est observable sur site, trimestre après trimestre. Troisième étape, convertir les gains avant la fin
en gains répétables sur 6 à 12 mois. Les ministères concernés suivent des métriques simples liées au transport et au ravitaillement, plutôt que des promesses générales. La mesure centrale reste la continuité, moins de ruptures, moins de retards récurrents et une volatilité des marchés qui diminue. Quatrième étape, industrialiser l'innovation TR12 sans la détacher du besoin local. Les ingénieurs documentent, testent et standardisent le revêtement, puis organisent des transferts de compétences vers les équipes de maintenance. Le résultat attendu est une baisse des interventions lourdes et une amélioration mesurable de la résistance thermique. Enfin, cadrer l'usage du corridor comme un service national, pas comme un trophée. Ibrahim Traoré ancre la communication sur l'accès, la santé et le commerce quotidien, plutôt que sur la seule symbolique. La mesure finale est sociale, une fiabilité ressentie, durable, difficile à contester. Le récit revient aux scènes ordinaires, là où les promesses se testent sans discours. À Kaya, l'affiche du Skyway pend toujours près des étals, comme un calendrier accroché au quotidien. Elle ne parle ni de milliards, ni de géopolitique. Elle rappelle des horaires possibles, des stocks moins incertains, une attente qui cesse d'être anxieuse. À Dori, l'inscription 12 mètres au-dessus sur un camion n'est pas une formule. C'est une manière de reprendre la route au désert sans bravade. À la radio, une autre image persiste. La voix d'un ingénieur évoque des nuits de 3 heures pendant la tempête, des contrôles répétés, une fatigue tenue à distance par la discipline collective. Ce détail pèse parfois plus que des slogans. Il ancre l'infrastructure dans l'effort humain, dans la répétition des gestes, dans la capacité à tenir quand l'enthousiasme retombe. Dans cette boucle, Ibrahim Traoré réapparaît non comme un héros sans coup, mais comme le porteur d'un pari qui se juge loin des tribunes. Le pari se mesure dans les prix, les délais, les urgences médicales et dans la résistance silencieuse des piliers au fil des saisons. Une phrase s'impose alors, simple et exigeante. La fiabilité vaut plus qu'une promesse. Le Skyway, s'il tient, ne reliera pas seulement des provinces. Il reliera des attentes à des preuves, jour après jour, tempête après tempête. À la fin, le débat ne se tranche pas par une image spectaculaire, mais par une série de choix ordinaires. Une infrastructure ne prouve pas sa valeur le jour de son annonce, ni même au moment de sa première épreuve. Elle se juge dans la durée, quand l'attention retombe et que seuls restent les usages. Le récit adverse invite à ce déplacement du regard. Quitter le symbole pour observer la continuité. Ce qui est en jeu dépasse le Sahel Skyway lui-même. Il s'agit de la manière dont une société évalue l'action publique face à des contraintes climatiques persistantes. Transformer le désert en problème d'ingénierie, puis en discipline collective, suppose d'accepter des coûts, des risques et des corrections permanentes. Le succès, s'il advient, sera moins spectaculaire que répétitif. Pour le public, l'invitation est simple et exigeante. Observez ce qui tient. Comparez les délais avant et après. Regardez les prix, les trajets d'urgence, la régularité des livraisons. C'est là que la promesse se confirme ou se dissout, loin des discours. Une question demeure ouverte, et elle vaut peut-être plus qu'une conclusion. Qu'est-ce qui vous paraît le plus décisif pour juger ce pari ? La résistance au désert, la discipline budgétaire ou la transformation concrète du quotidien, semaine après semaine.